Donc, bienvenue à tout le monde dans la journée de la transformation digitale. On a vu une première partie qui a été présentée par Fabien, que je remercie, qui était consacrée à l'agilité organisationnelle. Donc, il nous a expliqué comment mettre en place un Innovation Lab, quels sont les processus que l'on peut mettre en place pour permettre à l'organisation de pouvoir innover sur de nouveaux business models. Ce que l'on va aborder ensemble maintenant pendant une vingtaine de minutes, c'est la partie agilité technologique. Et donc, on va avoir une session un peu plus technique qui va être consacrée à la mise en place d'une plateforme digitale, son positionnement, quels sont les différents services qui peuvent se trouver sur cette plateforme digitale et également toute la partie technologique. Donc, la session va être divisée en deux parties. Il va y avoir une partie qui va être plutôt consacrée à la partie fonctionnelle, positionnement, objectif de la plateforme que je vais présenter, et une deuxième partie qui va être consacrée à la partie technologique, et donc l'identification de l'ensemble des services et de l'architecture technique à mettre en place pour pouvoir construire cette plateforme digitale. Comme vous le verrez tout au long de la présentation, la plateforme digitale doit bien entendu s'inscrire dans votre système d'information existant. C'est ce pourquoi, dans les composants de la plateforme, il y a aussi tous ces éléments d'intégration dans les systèmes existants. Bien entendu, comme c'est le cas pour chacune des sessions, nous aurons une session de questions-réponses en fin de session, et pour ceux qui se sont enregistrés, aussi des sessions individuelles pour pouvoir adresser différents composants de cette plateforme digitale. À la suite de la présentation que je vais mener, il y aura une partie agilité stratégique, puisque comme l'a bien dit Fabien, le point de départ de l'Innovation Lab, aussi le point de départ de la mise en place de cette plateforme digitale, c'est aussi d'avoir une vue qui soit cohérente sur la stratégie de l'organisation. C'est là où tout commence. Et vous verrez avec Charline et Justine dans la troisième partie comment transformer votre business model, quels sont les nouveaux services que vous pouvez mettre en place, les nouveaux partenariats, etc. Et c'est cette agilité stratégique qui va vous permettre d'être gagnant sur le marché en la combinant avec l'agilité technologique et l'agilité organisationnelle. Au niveau des objectifs et du positionnement de la plateforme digitale, donc comme je l'ai dit, les objectifs, c'est un peu mon métier, c'est de se dire comment valoriser les nouvelles technologies pour pouvoir transformer l'organisation. Et donc, ces nouvelles technologies qui vont former en quelque sorte votre plateforme vont permettre de supporter la transformation de votre business model. Si on prend trois exemples, un fabricant vendeur de véhicules, au-delà de simplement vendre des véhicules, il doit se transformer pour pouvoir vendre des services de mobilité qui peuvent s'appuyer sur des véhicules privés, sur des moyens de transport secteur public, mais aussi sur tout un ensemble de moyens de transport partagés, que ce soit des trottinettes, des véhicules ou d'autres éléments. Un autre exemple est le distributeur d'énergie, qui, là où aujourd'hui il installe des compteurs et distribue de l'énergie, il peut capter de l'information complémentaire pour développer des services de conseil par rapport à l'optimisation de la consommation énergétique pour les entreprises et pour les particuliers. Un troisième exemple, c'est l'exemple d'un assureur qui, son business model classique et de base est la couverture de risque. Il peut bien entendu utiliser toute une série de données complémentaires pour pouvoir évoluer et développer des services de prévention. Donc, premier objectif de cette plateforme digitale, pouvoir supporter la transformation du business model de votre organisation. Deuxième élément, c'est toute la partie orchestration et participation aux écosystèmes, que ce soit au niveau de l'habitation, de la santé, de la mobilité, de l'immobilier. L'idée est, au travers de ces écosystèmes, de pouvoir créer des partenariats, des objectifs communs entre différents acteurs de différents secteurs d'activité. Et la plateforme digitale est le canal digital qui va permettre d'échanger de l'information entre les différents composants, entre les différents partenaires, qui vont avoir des objectifs communs et donc avoir, par exemple, des notions de cross-selling et de go-to-market commun. Finalement, toute la partie réinvention de l'expérience utilisateur, on a l'habitude d'interagir avec un clavier via des applications mobiles, via des sites web. Ces manières d'interaction sont peu naturelles et donc il y a aussi toute une série de technologies qui vont permettre d'interagir via des moyens beaucoup plus naturels, comme par exemple la voix. Donc, globalement, notre mission, c'est de pouvoir mobiliser ces nouvelles technologies au service de la transformation métier de votre organisation.
Ce positionnement de cette plateforme digitale, elle se situe, si on prend le moteur, je crois que c'est un moteur Lamborghini, si on prend le moteur Lamborghini qui représente un peu toutes vos fonctions cœur de métier, on va positionner la plateforme digitale devant ce moteur et ce système cœur de métier. Et votre plateforme digitale va permettre de créer les nouveaux usages à la fois pour vos partenaires et pour vos clients. Si on descend un peu plus dans le détail, on voit que la plateforme va contenir un ensemble de services. Comme je l'ai dit, sur de la modernisation de l'expérience utilisateur, vous voyez ici une photo de quelques assistants vocaux, des services sur l'intégration dans les écosystèmes, et donc c'est là qu'on va gommer les frontières entre les différents secteurs d'activité. Vous aurez aussi un certain nombre de fonctionnalités par rapport à la consolidation d'informations par rapport aux objets, aux entreprises et aux personnes. On parle beaucoup de jumeaux digitaux, c'est un concept qui n'est pas toujours bien compris, mais si on prend l'exemple de tous les objets que vous utilisez, et le smartphone est un des premiers objets, donc smartphone, activity tracker, des systèmes médicaux par rapport au suivi à domicile, tous ces objets sont des éléments qui peuvent être utilisés en entreprise ou dans le privé pour pouvoir créer une image digitale des différents éléments. Un autre aspect sont les services liés, les microservices qui sont les éléments constitutifs de la plateforme, et finalement tout ce qui est gestion des données, intelligence artificielle, qui vont aussi vous permettre de créer de nouveaux services. On a parfois un peu peur de l'intelligence artificielle parce qu'on se dit qu'elle va automatiser le travail des personnes en entreprise. C'est en partie le cas, mais pour un très faible pourcentage, on parle alors de robotisation. Sur la partie intelligence artificielle, elle va surtout être utilisée pour créer de nouveaux services et pour accompagner les collaborateurs dans leur mission de base. Si on fait un petit deep dive sur les services multi-cloud de la plateforme, peut-être sur le positionnement, comme on l'a dit, transformer la relation client-partenaire, intégrer les différents écosystèmes, donc c'est fournir un accès intégré aux services avec une couche d'intégration externe. Cette couche d'intégration externe va s'appuyer sur les services multi-cloud de votre plateforme qui va reposer sur des infrastructures comme AWS, Azure, des infrastructures IBM, des infrastructures Google. Et vous le verrez dans le What's Next, également des éléments d'infrastructure NRB au niveau du déploiement de Next qui a été expliqué dans la journée d'hier. Cette plateforme digitale va utiliser une couche d'intégration interne pour pouvoir s'appuyer sur vos fonctions cœur de métier. Si on prend l'exemple de l'écosystème, donc en faisant un petit zoom, sur la partie écosystème, on a l'habitude, si on dit que traditional utilities, ça vaut pour l'ensemble des secteurs d'activité, on a nos systèmes cœur de métier et on publie des services vers l'extérieur via des canaux classiques, qui sont des canaux mobiles, canaux web, des bureaux physiques. Et donc, on a un ensemble de canaux, on parle d'omnichannel. Ce que l'on doit pouvoir ajouter pour pouvoir réellement participer dans les écosystèmes, c'est ajouter cette publication d'API externe pour ouvrir l'organisation et avoir des moyens d'échange automatiques entre votre plateforme et les systèmes de vos partenaires dans d'autres secteurs d'activité. Cette plateforme pour les développeurs externes, elle va être utilisée par ces équipes de développement pour pouvoir intégrer de nouvelles applications. Avant de passer à la partie plus technologique, je voudrais revenir sur un ensemble de facteurs de succès liés à la mise en place de votre plateforme. Comme on l'a dit, le premier, c'est de partir de la stratégie de votre organisation, de votre modèle d'affaires. Comme l'a expliqué Fabien, on utilise un certain nombre d'outils comme des business model Canva, des éléments qui permettent de tester des propositions de valeur. C'est le point de départ par rapport à l'identification de vos nouvelles propositions de valeur et donc l'identification des différents composants technologiques qui vont permettre de l'implémenter. On a parlé dans la première session de cycle court et d'agilité. Un point important, c'est de pouvoir capitaliser sur les différentes itérations et donc au fil des itérations, pouvoir constituer un ensemble de librairies de composants réutilisables et de pouvoir intégrer by design l'ensemble des contraintes de l'organisation, que ce soit au niveau de la sécurité, au niveau légal, sur les aspects GDPR, sur des aspects plus sectoriels comme Solvency, IFRS. Et donc, l'idée est d'avoir quand même une discipline au niveau technologie et architecture pour faire en sorte que ce sont ces composants réutilisables qui, d'itération en itération, vont permettre d'améliorer l'efficience de vos investissements. Également expliquer, troisième facteur de succès, c'est connecter votre plateforme avec votre système cœur de métier.
L'ensemble de ces composants se réalise au travers d'une gouvernance agile. On en a un peu parlé avec ces équipes multidisciplinaires transversales, des chapters qui vont permettre d'avoir une vue transversale entre les différentes équipes multidisciplinaires, par exemple sur la manière de gérer les informations. Et finalement, la nécessité de connecter votre plateforme vers le monde extérieur au travers de cette plateforme pour votre développeur externe qui va vous permettre de vous connecter aux écosystèmes. En résumé, les facteurs de succès, donc toujours partir de l'évolution stratégique de votre organisation, avoir une construction multiservice incrémentale, intégration interne des fonctions au cœur de métier, une gouvernance en cycle court et agile et pouvoir avoir une couche d'intégration externe pour pouvoir intégrer les écosystèmes. Je vais maintenant passer la parole à Benjamin qui va vous expliquer quelle est l'architecture technique, quels sont les différents composants. Ça va être un peu plus technique parce que Benjamin est notre architecte cloud, mais il va vous emmener dans l'explication par rapport à l'ensemble des composants de la plateforme. Bonjour à tous. Et donc, si on regarde un peu, on parle de microservices, ça a un certain nombre d'avantages, donc voici quelques-uns. Donc les microservices, ils doivent être chacun technologiquement indépendants. Donc ça veut dire qu'on peut avoir un service qui soit en Python, un service qui soit en Java, un service qui soit en Node.js, un service qui soit totalement externe et en guillemets, ça ne nous adresse pas de savoir comment c'est implémenté, on consomme juste une API. Et alors le fait d'utiliser des technologies différentes, ça veut dire qu'on peut améliorer à chaque fois et utiliser les meilleurs outils aux meilleurs endroits. Donc ça aide à avoir une plateforme technologique qui soit évolutive et où on ne doit pas traîner une tête technologique longtemps. Alors chaque microservice, il a un périmètre bien défini, bien isolé. Alors ça permet de réduire un peu l'effet château de cartes où on a toujours peur de toucher à quelque chose et que tout s'effondre. Alors que ici, par exemple, un développeur qui arrive sur le projet, il rentre dans un microservice et c'est beaucoup plus simple de rentrer dans un microservice que de rentrer dans une application. On touche à quelque chose, on ne sait pas trop bien ce qui va se passer. On parle aussi beaucoup de scalability dans les microservices, et donc c'est le fait d'adapter l'infrastructure, la capacité de l'infrastructure à une certaine charge. Et évidemment, c'est beaucoup plus facile avec des microservices parce que la charge, elle se concentre sur certains services. Et pour scaler un microservice, en général, on parle de quelques secondes, voire dans certains cas de millisecondes en serverless. Et alors que si on était sur une application monolithique, on aurait beaucoup plus de problème à scaler des applications monolithiques, parce que démarrer une VM, etc., ça prend pas mal de temps, rajouter au load balancer, etc. Alors chaque service a aussi son propre cycle de vie, et il doit être évidemment automatisé, donc là on rentre dans le mode DevOps, et faire des déploiements rapides, donc diminuer les deltas en 2 versions, ça permet de diminuer les nombres de bugs. Ça permet aussi, par exemple, dans une application classique où on se dit qu'on va faire une release tous les 6 mois, tous les 3 mois, c'est vraiment des cycles de vie qui maintenant sont très longs. Et dans une approche DevOps, microservices, etc., on va essayer de faire le plus de déploiements possible, et à savoir que c'est plus simple de régler un petit bug toutes les quelques jours que de régler 50 bugs dès qu'on a une release après 6 mois. Parce qu'en général, même si on fait des très bons testing, etc., c'est quand même souvent les utilisateurs qui remontent les bugs des fois assez importants. Vous passez au slide suivant. Et donc, si on reprend un peu toutes les briques que William a présentées, on les remet dans un schéma fonctionnel ici. Au-dessus, on va retrouver tous les écosystèmes. On va retrouver tout ce qui est à gauche, l'expérience utilisateur, les front-ends, les assistants, etc. Tout ça est exposé via des API externes. On va retrouver au milieu toute la partie microservices. On va retrouver les connectiques vers les systèmes cœur de métier via des API internes. On va retrouver des outils DevSecOps. On va retrouver des systèmes analytiques et des data lakes au sens large. On va retrouver aussi toute la partie IoT et tous les partenaires. Alors, si on passe ça sur une architecture un petit peu plus technique, on obtient un schéma qui peut paraître complexe au premier abord, mais on va essayer de descendre dans certaines couches. Et donc, si on prend une première couche, donc c'est les services consommateurs. Donc, typiquement, c'est les applications mobiles, les sites web et les assistants. Dans les applications mobiles, on avait tendance à avoir toute une période où on avait
des frameworks un peu hybrides qui ont tous eu leurs problèmes. Et donc, beaucoup d'entreprises sont revenues à des développements natifs Android et iOS. Et nous, on a fait le choix il y a quelques temps maintenant d'utiliser Flutter, donc qui permet de faire un développement, on va dire, presque natif et qui permet de ne développer qu'une fois pour les deux plateformes. Donc, par exemple, Flora, dont Fabien a parlé, est fait en grande partie en Flutter. Donc, c'est vraiment des technologies qui accélèrent la mise en place de ces plateformes digitales. Pour les sites web, là, on reste souvent sur du classique, de l'Angular, du React, donc des single page apps, qui sont déployés éventuellement sur des object storage exposés en HTTP. Donc, il y a aussi moyen d'optimiser les déploiements de ce genre de site web. Et alors, une partie super importante, c'est les données, les data lakes. Alors, data lake, c'est un terme un peu large pour désigner toutes les données qui sont sous une application, sous une plateforme. Et on a tendance, quand on est dans un monde un peu on-premise, c'est d'avoir des bases de données relationnelles pour tous les composants. Parce que c'est souvent une des seules solutions technologiques qui sont supportées par les entreprises aujourd'hui. Alors, par contre, quand on passe sur des public cloud, donc on pense nous principalement à Azure AWS et de temps en temps on utilise aussi de l'IBM, c'est d'utiliser les bases de données les plus appropriées pour chaque type de workload. Donc, en plus des données relationnelles SQL classiques, on va retrouver des object storage, on va retrouver des bases de données NoSQL, on va retrouver des time series. Donc là, on va utiliser des Elasticsearch, on va utiliser des InfluDB, des MongoDB, des DynamoDB, des S3, des object storage Azure. Donc il y a énormément de bases de données qui sont spécialisées pour certains types de données, certains types de workloads. Avec tout ce data lake, c'est important d'amener aussi une composante analytique. Donc, on va retrouver ce qui est machine learning, on va retrouver du reporting, on va retrouver tout ce qui est BI, on va retrouver aussi du data streaming. Donc, on parle tout ce qui tourne autour des technologies Kafka et compagnie, qui permettent de plus facilement synchroniser les composants dans une architecture. Suivant. Alors, la partie microservices, on parle beaucoup des conteneurs, pour l'instant, beaucoup de Kubernetes. Évidemment, on ne passe pas à côté, hein, mais on rajoute des logiques microservices, donc normalement avec des services mesh qui permettent cette interconnexion, cette sécurité entre les microservices. On va retrouver des delivery pipelines qui vont changer vraiment la manière dont les développeurs vont prendre la main sur cette plateforme-là. Alors, au niveau application, on tourne beaucoup, nous, sur du Spring Boot et du Node.js. Et de plus en plus, on a des applications qui sont quasi full serverless. Donc, on va retrouver des lambda, de l'event processing, évidemment du streaming d'événements. Alors, tous les workloads ne sont pas éligibles serverless, mais c'est vraiment une forte tendance sur les plateformes digitales. Et alors, quelque chose aussi d'évidemment très important, c'est comment est-ce qu'on se connecte à l'existant. Alors pour se connecter à l'existant, on parle des SAP, Guidewire, tout ce qui est ESB, tout ce qui est mainframe qu'on peut interconnecter en API via ZOS Connect par exemple. Le but, c'est de mettre vraiment un API Gateway interne qui va faire une couche d'abstraction et un point d'entrée unique pour rentrer sur ces systèmes legacy qui sont très sécurisés, où il faut montrer un peu patte blanche pour pouvoir y arriver. Et ça a certains défis, parce qu'il faut gérer les DNS, il faut gérer évidemment la sécurité, mais pas seulement les firewalls, aussi les certificats, il faut gérer la disponibilité aussi, comment est-ce qu'on fait un système le plus disponible possible sur les clouds avec des systèmes hybrides existants. Une des autres grands blocs, c'est tout ce qui est IoT, donc c'est vraiment rentrer dans le monde physique. Là, on va retrouver deux grands types d'IoT, les IoT plus domestiques, donc que vous achetez chez MediaMarkt, chez Amazon et autres, où vous allez généralement les connecter en Wi-Fi. Vous allez avoir une plateforme qui va être offerte par un provider, et là, on s'interconnectera avec le provider, souvent via des API. Mais il y a aussi les IoT plus industriels, qui vont se connecter plus avec des réseaux dédiés, de type Sigfox, LoRa, NB-IoT ou maintenant la 5G. Alors, tous ces objets-là, à un moment, ils sont assez hétérogènes. Il faut essayer faut gérer cette flotte. Des fois, on en a un très grand nombre. Et c'est là que vient l'IoT plateforme pour aider à traiter toute cette complexité. Et alors, les écosystèmes, là, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est toutes les API qu'on va exposer. Le but, c'est de les réutiliser, de les monétiser dans certains cas. Elles vont permettre aussi d'accélérer la co-création
Et donc, l'interconnectivité entre les entreprises va être plus facile. Et évidemment, peut-être un premier pas vers l'open data pour certaines données qui pourraient être plus ouvertes. On parle aussi des identity providers, donc toujours important de se connecter à une plateforme. On parle de IDC, donc OpenID Connect, qui permet d'authentification Facebook, Google, Azure AD, etc. Et l'importance des services transversaux. Et donc, c'est évidemment tout ce qui est monitoring qui doit être centralisé, qui est beaucoup plus compliqué dans des systèmes vraiment distribués tels que les microservices, parce que les ressources ont des durées de vie qui parfois est infime, quelques millisecondes. Et on va retomber aussi sur tout ce qui est l'alerting centralisé, qui est important, tout ce qui est automatisation CI/CD, et évidemment, tout ça, il faut mesurer et respecter les régulations. On parle de GDPR, etc. Je laisse William terminer la présentation. William? Oui. Voilà, donc vous l'avez compris, le problème, c'est plus un problème technologique parce que les technologies existent pour pouvoir supporter les innovations. Donc What's New, on a mis en place toute une série de practices et de services pour pouvoir supporter la création de vos plateformes digitales multi-cloud. On a parlé des architectures microservices. Au niveau de l'agilité, on avait la partie agile par rapport à une équipe sur un projet, une mission. On a mis en place un certain nombre de pratiques pour pouvoir coordonner un ensemble d'équipes qui travaillent au niveau mode agile. Et on a intégré le data center d'NRB avec les plateformes AWS, Azure et IBM pour pouvoir intégrer le meilleur des deux mondes. Alors, ce que l'on voit à l'avenir, c'est tout ce qui est intégration de services aussi dans la roadmap Next, puisqu'on utilise un ensemble de services sur les public cloud. On est en train d'aligner les roadmaps Next avec ce type de roadmap pour voir quelles sont les catégories de services que l'on déposera, notamment du traitement sur les plateformes Next et les catégories de services que l'on va sécuriser sur des environnements AWS, Azure, IBM et autres. Au niveau Agile, on parle d'Agile Enterprise. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir étendre les bonnes pratiques Agile sur la partie RH financière et donc sur les autres parties des organisations. Et alors, pouvoir avoir une localisation dynamique des traitements de données et des données en fonction d'une optimisation des coûts des différentes plateformes. Donc, j'en profite, le timing est passé, j'en profite pour remercier tout le monde pour la participation. Et donc, je pense qu'on va pouvoir passer aux questions. Effectivement, j'attends un petit peu qu'on met la caméra. Oui, voilà. Juste d'abord une question à William. En fait, la question, comment garantir la continuité de service end-to-end sur une base multi-cloud? C'est une bonne question puisque comme on a un ensemble de services qui sont présentés vers l'extérieur, par exemple un nouveau produit pour des clients finaux qu'ils accèdent via leurs assistants vocaux ou leurs applications mobiles, on met en place une plateforme de monitoring qui permet de monitorer l'ensemble des composantes qui vont permettre de rendre ce service vers l'extérieur. Et donc, nous avons des collaborations qui permettent d'avoir une vue end-to-end sur l'ensemble des composants pour pouvoir garantir les différents SLA vers nos clients. Donc, c'est un point qui n'est plus un problème technique, c'est-à-dire pouvoir constituer une solution avec un ensemble de microservices, qu'ils soient sur différents clouds, et de pouvoir garantir la continuité opérationnelle au travers de ce monitoring et au travers des interventions éventuelles sur les différents composants. OK, un grand merci. On peut switcher vers Benjamin. Il y a une question pour lui. Quand choisir d'utiliser des containers ou du serverless? Alors, ce n'est pas une question forcément évidente, ça dépend vraiment des technologies utilisées. Et donc, la grosse différence entre container et serverless, c'est qu'en serverless, on a une scalability, donc entre 0 et n instances. Et en conteneur, on est général entre 1 et n instances pour toujours avoir au moins une instance qui soit open running et prête à recevoir des requêtes. Alors évidemment, le serverless est beaucoup plus optimisé parce que ça veut dire que si on n'a pas de requête, on ne paye rien du tout. Donc c'est vraiment super utile et ça permet d'avoir des économies de coûts assez énormes. Par contre, dans le serverless, il y a ce qu'on appelle les call start. Et donc, vu qu'on a passé de 0 à une instance quand on a une requête, ça veut dire qu'on doit démarrer le logiciel. Alors qu'on a des logiciels Java où il y a une JVM qui prend 400 millisecondes à démarrer, ben on peut déjà avoir 400 millisecondes de call start au début. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser des logiciels
tels que Python ou Node.js sur ce type de plateforme. Et tous les workloads, évidemment, ne sont pas éligibles serverless. Ok, un tout grand merci. Je ne vois pas directement d'autres questions qui ont été posées, mais de nouveau, si vous avez encore des questions ou vous vous réveillez cette nuit avec une question pertinente, vous pouvez toujours l'envoyer à marketing@nrb.be. Comme ça, en fait, certainement Benjamin ou William vont vous envoyer les bonnes réponses.